Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir d'être là, d'être là aujourd'hui et de vous présenter une partie des travaux qu'on mène dans notre équipe. C'est un plaisir parce que les morphos, c'était quand j'étais petit, j'adorais les papillons et les morphos, c'était un peu mon rêve de travailler dessus. Et donc, c'est un peu un rêve réalisé. Ça, c'est pour le côté un peu sentimental. Je vais essayer de vous convaincre quand même que c'est un groupe intéressant scientifiquement, en plus du côté sentimental. Donc, je vais vous parler de l'évolution de la forme des ailes chez ces papillons et du vol. Et c'est un exemple donc, de recherche qui combine études des collections et études de terrain, donc, comme le titre l'indique. Donc voilà, les morphos, ça ressemble à ça. Enfin, j'imagine que vous connaissez déjà tous plus ou moins les morphos, mais c'est un groupe extrêmement charismatique et emblématique de l'Amérique du Sud. Donc, les morphos sont connus en premier lieu par la couleur bleue iridescente de certaines des espèces. Donc vous voyez que ça c'est un spécimen par espèce. C'est un genre qui est assez petit, on a 30 espèces de morphos reconnus. Et vous voyez que les morphos ne sont pas tous bleus, il y a une certaine variation, enfin d'ailleurs une grande variation dans les patrons de coloration. Mais au-delà de la couleur, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, enfin, si vous voulez me poser des questions après, ça sera un plaisir de vous parler de la couleur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la diversité des formes d'ailes en particulier. Donc, vous voyez que on a une diversité de tailles. Alors, les morphos sont des grands papillons. L'espèce qui présente les tailles les plus grandes, c'est une quinzaine de centimètres d'envergure, donc grand, des très grands papillons. On a une assez grande diversité des tailles, et on a aussi une diversité de formes des ailes. Et donc, on s'est posé la question de savoir quels sont les déterminants de l'évolution de cette diversification des formes d'ailes dans ce genre. Donc, je vais dans un premier temps vous parler de l'évolution des formes, et ensuite je vous parlerai du vol. Donc, c'est des travaux qu'on a initiés dans le cadre de la thèse d'un étudiant de l'équipe, Nicolas Chazot, et qu'on poursuit depuis. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a mis à jour la phylogénie des morphos. Donc, on a reséquencé un certain nombre de gènes, on a réanalysé. Donc, la topologie de la phylogénie est bien stabilisée. Donc, on a donc on a deux espèces qui sont à la base de la phylogénie. Ensuite, on a deux clades, ici avec 18 espèces, et celui-là un peu plus petit avec, 10 espèces ici. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut détecter, est-ce qu'il y a du signal phylogénétique dans la forme de l'aile, c'est-à-dire est-ce que la diversification de la forme des ailes suit la phylogénie, c'est-à-dire est-ce que des espèces proches dans la phylogénie ont des formes d'ailes qui sont plus proches que des individus qui sont plus éloignés dans la phylogénie. Et le signal phylogénétique correspond à une estimation, il y a différents paramètres qui sont utilisés pour l'estimer, mais ça correspond à un modèle d'évolution brownien. Donc c'est une hypothèse nulle de diversification. L'autre hypothèse à laquelle qu'on a testé, c'est de savoir s'il y avait un effet des micro-habitats sur la forme des ailes de ces morphos. Micro-habitat, c'est l'opposition entre canopée et sous-bois. On a des espèces qui volent vraiment très haut dans la strate verticale forestière, donc vraiment dans un milieu canopé, milieu très ouvert, donc avec des conditions d'ensoleillement particulières, mais aussi des guildes de prédateurs différents de ce qu'on peut rencontrer en sous-bois, milieu très fermé, donc contraintes sur le vol très différentes de ce qu'on peut avoir en canopée. Donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait une divergence adaptative entre ces micro-habitats. Donc, on a utilisé les collections du muséum. On a la plus grande collection de morphos du monde au muséum, ou en tout cas une des plus grandes. Et donc, on a digitalisé, on a pris en photo et on a quantifié la forme des ailes d'un millier à peu près de spécimens de la collection. Alors, on utilise ces méthodes, c'est des méthodes de morphométrie géométrique, c'est-à-dire que pour quantifier la forme, on place sur les ailes. En rouge, vous voyez, c'est des points qui sont à l'intersection entre nervures ou bien entre nervures et bord de l'aile. C'est ce qu'on appelle des points homologues, des landmarks. Et sur le contour, on a des semi-landmarks. Il n'y a pas d'homologie aussi précise que pour les vrais landmarks, mais ça nous permet de décrire à la fois la position des nervures et le contour de l'aile. Donc on a fait ça pour les ailes antérieures et postérieures de ces 1000 individus, donc mâle-femelle pour les 30 espèces de morphos.
Donc ce qu'on fait, une fois qu'on a digitalisé ces points de repère, c'est qu'on va essayer d'éliminer l'information parasite, disons. C'est-à-dire qu'on va s'affranchir des différences de configuration de points qui sont liées à des différences de taille, des différences de position et d'orientation. Et ça se fait en superposant les configurations, et ce qu'on appelle la superposition Procrust. Après cette étape de superposition, les coordonnées de ces points qu'on a digitalisés, considérés tous ensemble, nous fournissent des variables de forme qui permettent de décrire la forme des ailes de ces papillons. Donc c'est des variables qu'on entre dans les statistiques multivariées qui nous servent d'outils d'analyse. Alors les résultats de ce type d'analyse, donc typiquement, ça c'est une analyse en composantes principales dans laquelle je ne fais figurer que les moyennes par espèce pour améliorer la lisibilité de la chose. Donc dans ce type d'analyse, chaque point correspond donc à la description d'une forme, et plus deux points sont proches, plus les formes d'ailes correspondantes sont similaires, sont proches également. Donc on voit que ce morpho-espace est extrêmement fortement structuré par l'opposition entre les points bleus et les points verts, c'est-à-dire entre les espèces de canopée et les espèces de sous-bois. Donc une forte divergence de forme entre canopée et sous-bois. Or, ce type d'approche de morphométrie géométrique nous permet également de combiner les données de phylogénie, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer les valeurs de forme au nœud de l'arbre et donc projeter l'arbre dans le plan, dans le morpho-espace et tester donc l'impact de la phylogénie sur cette structuration phénotypique de l'espace des formes. Et vous voyez très clairement qu'il y a une forte structuration de l'espace par la phylogénie. Donc là, je ne vous ai pas donné la valeur de la statistique, mais on a un signal phylogénétique qui est très fort, donc qui correspond à ce que je vous dis, c'est-à-dire des espèces phylogénétiquement proches sont proches les unes des autres dans ce morpho-espace. Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est que la divergence entre canopée et sous-bois, qui match la phylogénie, est plus fort que l'attendu neutre d'une évolution brownienne. C'est-à-dire qu'on a une divergence entre canopée et sous-bois qui est plus forte que ce à quoi on s'attend d'une évolution neutre le long des branches de la phylogénie. Ce qui suggère que cette divergence implique des phénomènes d'adaptation. Donc, même analyse pour les ailes antérieures. Donc là, on ne voit pas aussi bien que pour les ailes postérieures l'opposition canopée-sous-bois, mais ça c'est lié au fait qu'on projette en 2D quelque chose qui est multidimensionnel. En fait, la divergence se fait dans d'autres directions que sur ce premier plan. Mais là aussi, on a une divergence canopée-sous-bois qui est supérieure à ce à quoi on s'attend selon un modèle neutre d'évolution brownienne. Alors, on a ensuite regardé la covariation entre l'aile antérieure et postérieure. C'est-à-dire on a combiné finalement les deux analyses que je viens de vous montrer. C'est une analyse qui examine de façon spécifique la part de covariation entre les deux ailes. Et cette covariation est extrêmement fortement tirée par l'opposition entre espèces de canopée et sous-bois. Alors, espèces de canopée, on a typiquement des ailes qui sont de forme triangulaire, plus allongées que les ailes des espèces de sous-bois, qui sont plus arrondies, plus trapues, disons. Ce qu'on peut donc résumer sur cette slide qui est synthétique, donc on représente la phylogénie, la distribution des espèces de canopée et de sous-bois et les formes correspondantes. Donc divergence entre canopée et sous-bois. Et si on montre ça à des gens qui font de l'aérodynamique, ils vous disent tout de suite que des ailes allongées de ce type-là, ça maximise la capacité à faire du vol plané. Alors qu'au contraire, des ailes plus courtes, plus trapues, c'est quelque chose qu'on prédit pour une sélection sur un vol battu manœuvrable. Et ça colle bien avec l'idée qu'on a de l'écologie, puisque voilà, espèces qui planent dans la canopée en milieu ouvert versus espèces qui zigzaguent dans un milieu fermé. Donc ça, c'est le résultat principal de cette étude de morphologie. Mais évidemment, ça pointe à la validation, ça nécessite une validation sur le terrain en conditions écologiques et la quantification des paramètres de vol de ces bestioles. Donc c'est ce qu'on a fait, ce que je vous présente maintenant. Donc ça s'inscrit dans le cadre de la thèse de Camille Leroy, qui est au labo actuellement, et qui travaille sur l'évolution du vol chez les morphos. Donc on est allé à Tarapoto, enfin dans la région de Tarapoto, au nord Pérou.
Donc c'est un endroit où il y a vraiment une très grande, enfin c'est un hotspot de biodiversité, et chez les morphos, il y a jusqu'à 14 espèces qui sont quasiment en sympatrie. Donc on est allé étudier ces bestioles. Donc concrètement, on est allé à la chasse aux papillons avec nos filets. On a pu échantillonner donc 3 espèces de canopées et 8 espèces de sous-bois qu'on a ramenées dans une cage de vol qu'on a construite dans la forêt, qui fait à peu près 8 mètres de long, enfin 3 mètres et quelques de haut, donc suffisamment grande pour pouvoir espérer faire voler des gros papillons comme les morphos. Donc concrètement, on a posé, on a disposé 3 caméras haute vitesse à l'intérieur de la cage, et on a fait ce genre de choses. Ah, c'est un peu saccadé. Peut-être le deuxième round sera plus. Voilà. Donc on a ce type de film. Bon, moi, j'adore, quoi. Ça correspond vraiment à un truc que je rêvais de faire. Donc c'est vraiment hyper beau à voir voler ces bestioles. Et donc, ce qu'on fait à partir de ces films, c'est qu'on soustrait le background et on extrait les trajectoires de vol correspondant à chacun des angles de vue de ces films. Et ensuite, on les combine. On calibre l'espace et donc on combine ces différentes vues et on reconstruit la trajectoire de vol en 3D. Et donc, ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est positionner les vols vers le haut, les mouvements, les battements vers le haut et vers le bas. On peut extraire, donc différencier et quantifier la durée des phases de vol plané, de vol battu. Ça, c'est les choses les plus simples. Et après, on peut extraire plein de choses. Donc, au-delà de la fréquence de battement, on peut mesurer la vitesse, l'accélération, l'accélération angulaire, la sinuosité du vol, tout un tas de paramètres qui permettent de caractériser les comportements de vol. J'insiste là-dessus, c'est des comportements de vol. C'est pas encore c'est pas de la performance de vol, c'est pas non plus de l'aérodynamique proprement dit. Et donc, à partir de cette série de variables qu'on a quantifiées sur chacun des vols, de chacun de ces spécimens des différentes espèces, on va les traiter un peu de la même façon que pour des données morphométriques, avec l'arsenal des statistiques multivariées. Et donc, on construit des espaces multivariés de ce type-là, où chaque point ici là, correspond à un vol d'un individu. On peut regarder dans quelle mesure est-ce que les différentes espèces ont des vols différents. Donc bon, c'est pas aussi clean que sur l'analyse morphométrique, mais si je mets un autre code couleur, en fait, ce qu'on retrouve ici pour ces espèces, alors, qui sont pour cet axe-là, je vais commencer par le premier. Donc là, on a les espèces qui volent le plus vite. De l'autre côté, c'est dominé par une trajectoire assez sinueuse, alors que le deuxième axe oppose des espèces qui planent beaucoup à des espèces qui, au contraire, font un vol plané, un vol battu très rapide. Donc on a une structuration avec d'un côté les espèces de sous-bois, au milieu on a les 3 espèces de canopées et cette petite espèce-là qui vole beaucoup plus doucement et de façon très sinueuse de l'autre côté. Donc il y a une structuration qui est moins claire que ce qu'on avait sur la forme des ailes, mais qui est quand même présente. Ensuite, on a regardé s'il y avait une association entre la forme des ailes et les paramètres de vol. Là, ce résultat, c'est sur la première composante, la première direction de covariation entre forme des ailes et vol. Donc, on a cette opposition assez nette entre en point plein, c'est les espèces de sous-bois, et en symbole ouvert, les espèces de canopées. Donc, on a les sous-bois qui se regroupent ici, à part des petites espèces qui se retrouvent avec les canopées. Et on a cette espèce-là qui a les ailes hyper allongées, qui est un peu au milieu. Si on regarde ce qui se passe sur le deuxième axe de covariation, en fait, on a un effet qui isole complètement cette espèce aux ailes hyper allongées, qui vole vraiment de façon très différente de toutes les autres espèces. Donc, que dire de ces résultats? Comment est-ce qu'on peut ordonner ça bug? Ok, je vais... Ok. Donc en fait, on a une structuration qui est plus complexe que ce qu'on pouvait supposer avec notre opposition binaire canopée sous bois. On a donc une opposition
Alors, on retrouve dans une certaine mesure l'opposition canopée sous-bois ici, donc avec les sous-bois qui présentent un vol puissant avec une alternance de vol battu, vol plané, avec ces deux espèces de canopées qui planent énormément et qu'on retrouve avec des petites espèces de sous-bois mais qui volent de façon assez similaire à ces grandes espèces de canopées. Et par contre, on trouve à l'opposé cette espèce-là qui vole pas du tout de façon prédite. C'est l'espèce qui a les ailes les plus allongées. Donc on prédit d'un point de vue théorique qu'elle ça va être un super glider. Et en fait, cette espèce-là, elle ne plane jamais. Elle passe son temps à faire du vol battu extrêmement puissant. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, notre analyse de la forme des ailes pointe un signal adaptatif, une divergence adaptative sur cette forme des ailes. Nos analyses d'association forme-vol suggèrent que la réalité est plus complexe que ce qu'on pouvait prédire à partir de notre opposition binaire canopée sous bois. Et ça pointe donc, à des perspectives, c'est-à-dire en particulier aller décortiquer de façon plus précise les effets aérodynamiques de la forme des ailes. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en collaboration avec des physiciens à la fois ici à l'ESPCI et des collègues en Hollande. Donc c'est vraiment des gens qui font de la modélisation in silico des quotients de traînée et vraiment des forces qui s'exercent au cours du vol plané, mais aussi du vol battu sur les formes qu'on leur donne. Ça pointe évidemment aussi à améliorer nos connaissances sur l'écologie et à voir la réalité est plus complexe que ce qu'on pouvait subodorer à partir des connaissances limitées qu'on a. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris. Quand j'ai commencé à travailler sur les morphos, je pensais que, étant donné que c'est des bestioles très célèbres, qui sont collectionnées, mais pour leur valeur marchande depuis plusieurs siècles, je pensais que c'était des individus, un groupe bien connu. En fait, on connaît vraiment que dalle sur l'écologie. Il y a et on commence à accumuler des connaissances et à chaque fois qu'on trouve des choses, c'est vraiment neuf, c'est nouveau parce que pas grand-chose n'est connu. Ça pointe aussi vers l'analyse conjointe avec la couleur, puisque on pense qu'une des pressions de sélection principale qui porte sur le vol des morphos, c'est la sélection par les prédateurs. Et évidemment, il y a une interaction directe avec la couleur, dans quelle mesure ils sont détectés, comment est-ce qu'ils sont perçus par les prédateurs. Je vous ai montré donc, les morphos qui sont bleus sur la face dorsale, mais ils sont marrons et très cryptique sur la face ventrale. Ce qui fait que quand ils volent, en vol battu, il y a une alternance de « je suis bleu », hyper visible, un flash de lumière, et quand ils referment les ailes, ils disparaissent, ils se fondent dans l'environnement. Et donc, du coup, ils ont un vol qui les fait apparaître clignotés. Ce qui, concrètement, pour nous, prédateurs humains, ça les rend très difficiles à choper en vol. Donc, on imagine que c'est un aspect important aussi avec les prédateurs. Voilà. Je vous remercie.